Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Regards croisés. Ils ont entre 13 et 18 ans, beaucoup trop jeunes pour être jugés comme des adultes, mais déjà assez grands pour être happés par l'errance, la violence et le crime. La délinquance juvénile est bien plus qu'un simple fait divers, c'est le syndrome d'un mal beaucoup plus profond. Que dit-elle de nos sociétés, de nos familles, de nos institutions? Ce soir, nous tendons le micro à une dame qui a longtemps côtoyé cette réalité. À mes côtés sur ce plateau ce soir, Hawa Sireba, conseillère régionale et militante de terrain. Hawa Sireba s'engage depuis près de 20 ans pour l'insertion et l'épanouissement des jeunes en Mauritanie. Présidente de l'ONIC et vice-présidente d'Africa Yofim, elle mène des actions concrètes contre la délinquance juvénile en faveur de l'éducation et de l'autonomisation. Son parcours allie expérience, leadership et dévouement. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Merci d'avoir répondu présente. C'est moi. Alors, pour commencer, vous avez longtemps été aux côtés de jeunes. Qu'est-ce que la délinquance juvénile représente ici chez nous? Alors, déjà, je vous remercie pour l'invitation. Et c'est un sujet vraiment très délicat qu'on va aborder cet après-midi. Parce que dites-vous bien que la délinquance juvénile désigne l'ensemble des comportements criminels et antisociaux que des jeunes de moins de 10 à 18 ans commettent. Et c'est un phénomène vraiment particulier parce que c'est des jeunes qui sont en tranche d'âge, en phase de développement en fait, qui commettent ces genres de crimes. Alors, moi, pourquoi je me suis toujours battue aux côtés de ces jeunes-là? Parce que déjà petite, à partir du lycée Elmina, je voyais des amis à moi qui étaient dans la même classe que moi sniffer des pots de colle. Et comme à Elmina, moi je suis née à Elmina, grandi à Elmina, je suis issue de la banlieue et j'en suis fière. Donc, tous les jeunes de mon quartier se retrouvaient à la maison, soit pour jouer au Scrabble, boire du thé ou même écouter de la musique. Alors, il nous arrivait que quelques-uns de nos amis arrivent en tutubant. Et quand je demandais à mes frères, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Ils me disaient non, il a signifié soit du col, du diluant ou de l'essence. Donc c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée de me battre, parce que j'ai perdu des amis à cause de cette délinquance. Des amis sont morts. J'ai eu des cousins qui errent aujourd'hui dans les rues de Nouakchott sans leurs habits. J'ai eu des sœurs aujourd'hui qui sont dans la prostitution rien que pour se trouver un 2000 ou un 3000 ouguiya pour s'acheter des stupéfiants. Donc, je me suis dit que je ne devais pas baisser les bras, que je devais me battre, que, issue de la banlieue, en tant que fille de la banlieue, que je ne devais pas laisser faire ça. Alors, c'est là où m'est venue l'idée de faire. Parce qu'au début, c'était des concerts avec des amis qu'on organisait pour faire 1 kilo de riz. Et le riz, on le redistribuait aux nécessiteux. Alors, à partir de ces concerts-là, je me suis dit qu'il fallait faire des concerts pour sensibiliser, pour en parler. C'était un sujet très tabou parce que les parents ne voulaient pas qu'on sache ce que faisaient leurs enfants. Donc, mais il fallait en parler. Alors, on a fait des concerts sur Stop 108, on a fait des concerts non à la drogue et on a fait des sensibilisations, des porte-à-porte pour aller vers les parents. Parce qu'on avait compris que les parents avaient démissionné. En fait, il y a la démission des parents. Justement, y a-t-il... qu'est-ce qui amorce le comportement en fait? Qu'est-ce qui fait que il commence? À partir d'où commence-t-il? À partir de quel âge? Qu'est-ce qui déclenche ce genre de comportement chez nos jeunes dans les banlieues? Écoutez, déjà il y a la pauvreté parce que c'est l'un des principaux moteurs de délinquance juvénile. Le jeune issu de milieux défavorisés peut être poussé à commettre des actes illégaux, rien que pour faire nourrir sa famille ou pour subvenir à ses besoins. Il y a aussi le manque de soutien familial, parce que on voit bien que dans un environnement non stable,
où il y a un dysfonctionnement, les parents ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Parce que vu la pauvreté qu'il y a dans ces banlieues-là, le père de famille, la maman, quand elle se réveille, elle est au marché, elle voit son poisson, le père, il est là, il est à Tavrazeine, il cherche une maison à peindre. En fait, ils sont dans les petits boulots pour nourrir leur famille. Aujourd'hui, il te faut de l'argent pour que ton fils puisse apprendre. Il faut de l'argent pour que tu puisses nourrir ta famille. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Mais ces facteurs justifient-elles ce manque de suivi? Parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on est dans une certaine situation de précarité qu'on délaisse l'éducation de nos enfants. En fait, En fait le truc, c'est quoi? C'est que, vous savez, il faudra que nous comprenions une chose. Diaoufal, un enfant ne grandit pas comme un arbre. C'est très important. Il faudra que les gens sachent connaître l'enfant, la psychologie de l'enfant. L'enfant se développe en apprenant à comprendre le monde qui tourne autour de lui. De l'âge de 2 ans à 3 ans, l'enfant commence à reconnaître les couleurs. Il commence à savoir c'est qui son père, c'est qui sa mère. Et à l'adolescence, c'est un peu plus difficile parce que à partir de 12 à 18 ans, c'est une phase de transition où les jeunes cherchent leurs identités. Et en cherchant leurs identités, nous avons des conflits avec les parents. L'enfant cherche à être un peu plus indépendant. Et quand il cherche à être un peu plus indépendant, il faut donc fixer des limites. Quand on parle de limites, c'est dire à l'enfant que c'est là où tu dois t'arrêter. Tu as besoin de ça, ça c'est à toi, ça c'est pas à toi. Et autre chose, offrir une alternative vraiment constructive. Quand je parle d'alternative constructive, c'est le mettre au sport, l'art et le bénévolat. Vous voyez un enfant... Occuper l'enfant. Occuper l'enfant. Quand un enfant est dans le bénévolat, quand il fait les séances de 7-7 salles qu'on appelle, l'enfant apprend avec les autres, il est en groupe. Donc tous, parce que l'homme est le produit de son milieu. Quand un enfant est entouré de gens bien, il ne peut qu'être bien. Et maintenant, quand je parle de canaliser l'enfant, c'est que l'enfant a beaucoup d'énergie. Il a besoin de faire sortir cette énergie-là. Et plus on le bloque, plus on l'enferme, l'enfant se frustre. Et quand il se frustre, il se pose des questions. Pourquoi n'ai-je pas droit à ça? Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être très vite influençable. C'est comme quand ton enfant vient te voir en tant que ton fils Diaoufal, te dit, écoute maman, j'ai envie d'aller en boîte avec mes amis, écoute-lui, ou même à la plage pour jouer un match de foot. Devant ses enfants, tu le frustres, tu lui dis non. Là, tu frustres ton enfant. Mais le non, ça fait partie de ce que je dirais moi comme cadrer l'enfant. Il faut qu'on fixe des limites à l'enfant. Donc refuser certains déplacements, certains comportements à l'enfant n'est pas forcément frustrer l'enfant. Non, en fait, à un certain âge, vous savez, à 17-18 ans, l'enfant est en train de se forger une personnalité. Donc à cet âge-là, on ne frappe pas un enfant, on lui parle, on l'éduque, on lui donne des exemples. Par exemple, un enfant qui vient te dire, parce que nous, en Afrique, on a un problème. C'est que quand un enfant vient, qu'il est curieux, qu'il pose très de questions, la chose qu'on a le plus, le truc à dire, c'est « tu parles trop de alors que ce n'est pas normal. L'enfant doit être écouté et qu'on lui donne des réponses. Il a besoin de ça à cet âge-là. Donc, à partir de 12 à 18 ans, l'enfant a besoin de nous, il a besoin qu'on l'occupe, il a besoin qu'on l'écoute, il a besoin qu'on soit là pour cet enfant. Donc, c'est ça, en fait, qui pousse aujourd'hui. Et surtout, je demande à l'État de nous aider à faire des formations, surtout aux marabouts, sur la psychologie de l'enfant, parce qu'ils ne le connaissent pas. La plupart des jeunes aujourd'hui qui sont dans la délinquance, c'est des jeunes qui sont dans les écoles coraniques. Parce que oui, le marabout leur demande de ramener 250, de ramener 200, 100 ouguias. Quand l'enfant n'arrive pas à trouver cet argent-là, il erre dans les rues. Et en errant dans les rues, il rencontre ses pères. Et ces pères-là peuvent le former dans la délinquance. Soit l'apprendre à se droguer, à sniffer de l'alcool, sinon à voler.
D'où les vols que vous entendez, c'est des petits-enfants de rien du tout qui le font. Tout ça revient à situer la part de responsabilité de la famille, des monde, parents par rapport à l'enfant. De tout le monde. Oui, De tout le d'accord. monde. Alors, est-ce qu'on peut encore parler seulement de pauvreté ou il y a d'autres facteurs qu'on oublie souvent? Il y a le manque de soutien familial parce que l'enfant n'est pas écouté. Et en plus de ça, il y a l'influence des pères. Surtout l'influence des pères. Parce qu'un enfant qui erre dans les rues, qui n'est jamais chez lui, les parents ne s'occupent pas de là où il va, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, moi je parle en connaissance de cause, parce que je vis dans la banlieue. Je vois des jeunes qui vont passer la nuit chez d'autres amis à eux. Les parents ne se posent même pas de questions pour savoir où est-ce qu'il est mon enfant, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ils ne posent même pas de... Parce qu'il y a un minimum. On voit aujourd'hui que les parents ont démissionné, la démission des parents. C'est très, très important. Exactement. Et on voit aussi que l'État, il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Avant de parler des problèmes institutionnels, il y a cet aspect aussi, il y a ces enfants qui, chez eux, sont éduqués, sont cadrés, ils ont des valeurs, ils ont des principes, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ils ont eu l'éducation de base chez eux, mais dès qu'ils franchissent le seuil de la porte pour aller vers le monde extérieur, ils se métamorphosent. Pourquoi cela? Oui, parce que dans cet environnement-là, on n'a pas su mettre ou apprendre à cet enfant-là ce qu'il fallait lui apprendre. Aujourd'hui, Diafal, ton fils de 12 ans, de 12 à 15 ans, tu dois lui parler. Montre-lui. Ça, c'est de la colle. Tu sais ce que ça fait? C'est pas bien. Ça, c'est de l'eau de roche. Il y a des enfants qui ont le même âge que toi, qui boivent cette eau de roche-là. Et ça peut nuire à ta santé. Montre-lui des photos. Parce que l'enfant n'a peur que de la mort. L'enfant n'a peur que de la mort. Imagine quand tu dis à ton enfant, alors, il faut que dans nos maisons, que chez nous, que nous puissions nous approcher de nos enfants. Qu'il y ait ce dialogue. Qu'il y ait ce dialogue. Fluide, c'est important. Pas que le père de famille qui est là, qui passe tout son temps à... Non, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de parler à son enfant. Une mère qui est là, qui n'a pas le temps parce que oui, tu penses... C'est bien de nourrir un enfant. C'est bien de payer son école. Mais s'il y a tout autour, il n'y a pas tout autour de cet enfant-là, ce qu'il faut, ce dialogue-là qu'il faut, des parents extraordinaires. Nous, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un papa extraordinaire. Aujourd'hui, je demande à tous ces parents-là d'être comme ça. Parce que nous devons sauver ces enfants-là. Ils ont besoin de nous. Un enfant n'a rien demandé. Un enfant n'a pas demandé à naître. Il n'a pas demandé à naître. Donc, nous avons un rôle très important. Éduquer nos enfants, être là pour eux, les soutenir. Et surtout les mères. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les mères qui sont à la maison. Elles ont un rôle très important à faire dans ces maisons-là. D'accord. Le comportement changeant maison, rue, vous l'associez au manque de dialogue. Au manque de dialogue. Parce que, écoutez, Diofal, il n'y a pas que la maison. Tu sais, un enfant, l'éducation, c'est dans plusieurs domaines. C'est à la maison, dans la rue, à l'école. Et les gens autour. Aujourd'hui, c'est bizarre. Tu sais, nous, quand on était jeunes, tous les oncles du quartier pouvaient nous tabasser comme ils voulaient. Parce que quand on faisait une bêtise, ils étaient là pour nous. Et en fait, ils aidaient les parents à éduquer. Mais aujourd'hui, Diofal, si jamais l'un de tes voisins tape ton fils, tu es la première personne à aller au commissariat pour dire que le voisin a tapé ton fils. Alors que ce voisin-là ne fait que t'aider par rapport à l'éducation de ton enfant. Et quand cet enfant-là, il voit que oui, sa mère va au commissariat parce que le voisin l'a tabassé, qu'est-ce qu'il va se dire? Mais j'ai droit à tout. Exactement. J'ai droit à tout. Je peux me permettre de faire ce que je veux parce que mes parents seront là pour moi. Et il faudra qu'on y repense. C'est important. D'accord. Alors, concrètement, quelles conséquences vous observez sur le terrain, sur la vie des jeunes eux-mêmes sur le terrain? Qu'est-ce que vous observez concrètement? Écoutez, pour la vie des jeunes eux-mêmes sur le terrain, c'est que ces jeunes-là n'ont pas compris Diofal et c'est dommage.
Vous savez, la délinquance juvénile, en fait, gâche non seulement la vie de ce jeune-là, de ses parents, mais aussi de la société tout entière. Parce que ce délinquant-là, il risque de perdre son avenir. Il risque de se retrouver dans un système judiciaire et en plus de vivre un stigmate tout au long de sa vie. Et c'est ce qui est vraiment dommage. C'est ce qui fait mal. Et les autorités ne font absolument rien, Diaofal, pour. Rien pour. Vous savez, ça m'a fait rire. Parce que quand j'ai vu un conteneur avec 15 milliards d'équivalent de stupéfiants et que tout le monde en parlait sur TikTok, que le ministre soit sorti pour en parler, ça m'a fait rire. Diaofal, ça fait 20 ans. 20 ans que nous nous battons contre ce fléau-là. Diaofal, ça fait plus de 40, 35 que des parents se déplacent malgré leurs maigres moyens d'Elmina, d'Arafat, de Dar el-Beida pour aller dans les prisons ramener à manger pour leurs enfants. Diaofal, ça fait plus de 20 ans que des jeunes s'entretuent à cause de ces stupéfiants. L'État n'a jamais parlé. Aujourd'hui, du moment que ça touche une autre tranche de la population, les gens en parlent. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'ils se rendent compte que c'est pas bien. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que c'est pas normal. Parce que ça vient d'arriver chez eux. Nous, ça fait 30, 40 ans que nous le vivons. Ça fait 30, 40 ans que nous perdons nos enfants, que des mères pleurent leurs enfants. Parce qu'il y a une drogue, il y a de la drogue, il y a les eaux de roche, les lavandas, les Nova, l'alcool, la drogue dure qui circule dans ces banlieues. Et personne n'en a parlé. La seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est quand deux jeunes s'entretuent, qu'ils mettent un gros titre dans les journaux pour dire que oui, à Elmina ou à Arafat ou à Dar el-Beida, des jeunes se sont s'entretués. C'est normal. Alors qu'ils ont leur part de responsabilité. C'est normal. Qui fait rentrer ça dans ce pays? Des gens qui peinent à manger, qui peinent à boire, ne peuvent pas se permettre des conteneurs de 15 milliards. Alors, il est temps qu'on se réveille. Vous savez, quand je parle d'art et que je parle de sport, que je parle d'énergie pour ces enfants-là, entre 1998 et 2011, il y avait des centres de jeunesse au niveau des Mourata qui étaient construits par la coopération française. Quand je parle de cet épisode, c'est parce que j'en suis témoin auditif et oculaire. Mon père était directeur du centre d'Elmina. Un centre où il n'y avait même pas de budget. Il peinait pour que ses équipes aillent jouer au foot pendant les tournois. Il peinait à faire des regroupements. Nous, à la maison, on s'est débrouillé pour faire à manger à ces jeunes-là, pour qu'ils puissent aller et gagner. Dans ces centres, il n'y avait absolument rien. Tout ça à des fins d'occuper ces jeunes. Oui. Pour pas qu'ils... Vous savez, finalement, mon père a demandé l'aide de la World Vision. Avec cette aide-là, nous avons pu former des jeunes filles sur la couture. Nous avons formé des jeunes en tant que sportifs, que ce soit arbitres, entraîneurs de basket, entraîneurs de foot. Aujourd'hui, ils sont là. Pourquoi ne pas continuer ça? Un enfant qui passe tout son temps à jouer, qui est là sur le terrain, qui... comment je peux l'expliquer? Qui est là, qui joue au foot, qui s'entraîne le soir, au lieu d'aller cambrioler, au lieu d'aller boire de l'alcool, au lieu d'aller boire de l'eau de roche. Il a plus besoin de dormir, de reposer ton esprit, que d'aller faire des conneries. Exactement. Alors, ces jeunes se rendent-ils compte
des dégâts qu'ils causent, non seulement pour eux, mais au sein de la société, au sein de leur famille? Se rendent-ils compte de ce qu'ils causent comme dégâts? Ils s'en rendent compte parce que quand ils te parlent, moi je les approche, c'est mes frères. C'est mes frères. C'est des gens que j'adore. Ça va aller. Il y a 2 jours, j'ai perdu un de ces gosses. Désolée. Maman, Je suis vraiment désolée. il y a 2 jours, Désolée. j'en ai perdu un. Je suis vraiment navrée. Ça va aller. Ils s'en rendent compte. Ils savent qu'ils font du mal à leur famille. Ils savent qu'ils font du mal à la société. Mais ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'être entendus. Parce que pour chaque jeune, il y a une histoire derrière. Et la plupart sont issus de parents divorcés. Je ne suis pas là pour les défendre. Un cadre familial brisé. Un cadre familial brisé. Donc, ils ont besoin de suivi. Quand ils les mettent, vous savez, c'est bizarre. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant il rentre dans un centre, dans le centre CERSEC de redressement, à chaque fois que l'enfant il en ressort, il refait encore les mêmes bêtises. Il commet encore les mêmes fautes. Et pourquoi? Parce que quand il rentre dans ce centre-là, il se retrouve avec d'autres caïques. Un enfant qui vole une miche de pain, qui est amené au commissariat. Il ne se pose pas la question de savoir pourquoi cet enfant a volé ce pain. Qui nous dit qu'il n'a pas faim? Qui nous dit qu'il ne l'a pas volé pour ses petits frères et petites sœurs? L'enfant est arrêté. Ils les mettent dans des prisons. Un centre de redressement peut-être. Parce que dans ce centre-là, il y a 2 zones. Il y a une partie qui est gardée par la garde nationale et une autre partie où il y a un suivi par des civils. Et la partie où c'est les civils qui suivent ces enfants, ils ont droit à l'éducation. Ils peuvent apprendre le Coran, ils peuvent lire, ils peuvent faire des formations. Mais l'autre, qui n'a pas ça. Mais je pense, quelqu'un qui a été arrêté pour un délit mineur, se retrouvant dans un camp de redressement suivi par des militaires, mais je comprends pas. Ben oui. Normalement, c'est selon le délit, l'endroit où tu dois être en fait, si je me fais comprendre. Non, mais écoutez, déjà c'est un mineur et il n'y a qu'un seul centre. Il n'y a qu'un seul centre qui a Elmina, vers Notok. Et dans ce centre-là, il y a 10 filles avec les garçons, même si elles sont à part. Vous trouvez ça normal? Non. Vous trouvez normal que quelqu'un qui a commis un crime puisse se retrouver avec quelqu'un d'autre qui a volé une miche de pain? Vous trouvez ça normal? Mais c'est pas normal. Cet enfant-là, en rencontrant le père qui n'a pas fait un délit mineur, lui raconte comment ça s'est passé. Attends, moi aujourd'hui, je me fais arrêter pour une miche de pain. Diomphal se fait arrêter pour 1,5 million ou 1,2 million qu'il a. Quand je raconte mon histoire, c'est une honte. Ils se foutent de moi. Mais attends, tu n'as volé qu'une miche de pain. C'est tout ce que tu as pu prendre. Alors, cette frustration-là, l'enfant, quand il sort, il se dit dans la tête, ils se sont foutus de moi parce que j'ai pris une miche. Je vais leur montrer de quoi est-ce que je suis capable. Alors, il va prendre autre chose. Il va faire un cambriolage. Aucun redressement, mais
une fois dans ces camps, leur situation empire. Empire. Très grave. Et un centre pour tout Nouakchott. Un seul centre. 20% de ces jeunes-là sont dans la délinquance juvénile. Des jeunes de 10 à 18 ans. 20%. Et vous trouvez ça normal? Et ce qui est dommage, tu sais, c'est quoi, Diofal? Cet enfant-là, qui, par exemple, il a une peine de 5 ans. Quand il allait dans ce camp, il avait 16 ans. Alors, 2 ans après, il a 18 ans. Qu'est-ce qui se passe? On le transfère. Dans une prison pour adultes. Dans une prison pour adultes. Alors, imaginez ce qui peut se passer là-bas. Dans ces prisons pour adultes, quand tu n'as pas le cran, quand tu n'as pas de force, tu deviens une femme pour les autres. Dans ces prisons-là, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Très grave. Après tout ça, y a-t-il une volonté de changer? Vous voyez une volonté de changer certains de ces jeunes-là, après avoir été dans ces camps, après leur sortie, vous voyez, peut-être que d'autres, leur situation s'empire, mais il y a une minorité peut-être qui ont une volonté de changer, d'arrêter, de se redresser. Vous savez, on a pu en changer quelques-uns, mais c'est minime. Qui se sont retrouvés des mécaniciens, des menuisiers. Il y en a qui vont au marché de la capitale, acheter de la friperie qu'ils revendent. Nous les avons financés. Nous faisons le suivi. Mais il y en a, même s'ils veulent changer, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a les pères. Parce que tout autour de cet enfant, il n'y a que la délinquance. Il n'y a que de l'eau de roche. Parce que vous savez, de 1998 à 2005, les jeunes utilisaient les pots de colle, les diluants, de l'essence. De 2005 à nos jours, les jeunes utilisent de l'eau de roche. Je ne sais pas si vous connaissez les parfums de chambre Nova. Ils utilisent de la paille. C'est un cocktail de parfum qui est vendu au marché. Ils utilisent du chanvre indien ou quelque chose qu'ils appellent hajra qui vient du Maroc. Ils utilisent de la drogue dure. Imaginez un enfant qui fait tout ce cocktail-là. Il n'est plus même lui-même. Parce qu'aujourd'hui, ils utilisent des Ecstasy. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des comprimés qui viennent un peu de partout. Même aux États-Unis, il y a eu une tendance où, quand ils prenaient ces Ecstasy, ils devenaient comme des zombies. Ils utilisent ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus toi-même en utilisant toutes ces choses. C'est un cocktail. Ce qui augmente le taux d'agression, merci, de viol. Parce que tout ce que tu vois aujourd'hui, Diofal qui me parle mal, ben écoute, il se fout de moi, Diofal, parce que dans ma tête, je ne suis pas moi-même. Ce que je vois, c'est que Diofal m'a manqué de respect. Et qu'est-ce que je dois faire en retour? C'est oui, prendre l'arme blanche. Agresser Diofal. Et agresser Diofal. Diofal, ça fait 30 ans. 30 ans que des familles pleurent. Ça fait 30 ans que nous sommes sur le terrain. 18 ans, moi, ça fait depuis 2007, je suis sur le terrain. Je n'ai l'aide de qui que ce soit. Je le fais avec mes propres moyens, avec les banlieusards. C'est ce qu'on appelle du colo-colo. Nous cotisons pour faire de la sensibilisation. Nous cotisons pour aller faire des porte-à-porte. Nous cotisons pour faire des débats devant chez moi avec des repris de justice, avec des anciens drogués qui font des témoignages, qui parlent de ce qu'ils ont vécu dans les prisons, qui nous parlent de ce qu'ils font quand ils prennent ces Ecstasy.
on l'a fait et à un moment, on nous a demandé de l'arrêter. Parce qu'on dérange. Et tout ce que nous faisons, c'est pour aider cette population-là. Tout ce que nous faisons, c'est aider cet État-là qui ne fait rien pour ça. Parce que nous sommes les plus perdants. Parce que ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui s'adonnent à ça. Et nous n'avons pas le droit de baisser les droits. C'est pas possible, nous ne pouvons pas. Mais avec tout ce travail que vous avez fait en amont, voyez-vous de la réinsertion, un peu de changement, du développement dans ces quartiers? Du changement, du développement, vous parlez de ça, Diaw Fall? Est-ce qu'une seule fois, le ministre de la Jeunesse et du Sport a foulé le sol de ces quartiers-là? Est-ce qu'une seule fois, le ministre de l'Éducation est venu visiter ces écoles qui n'ont pas de fenêtres, délabrées, où les enfants sont assis par terre, où il y a une centaine d'enfants dans chaque classe? Ont-ils conscience de ces problèmes? Mais ils en ont conscience, nous n'arrêtons pas d'en parler. Vous savez, Diaw Fall, comme je t'ai dit, il n'y a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est dommage. Et en plus de ça, ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Ils n'en ont rien à cirer de ce qui se passe dans ces banlieues. Vous voyez, Diaw Fall, quand est-ce que nous, on voit les jolies voitures, les 4x4, les V8 de Tavrar Zaina? C'est les jours de vote. C'est les jours de vote que nous nous rendons compte qu'il y a des V8, des centaines de V8 en Mauritanie. Parce que de 6 h du matin jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, c'est des va-et-vient. Toute la journée. Toute la journée. Ne serait-ce que pour ces gens-là qui ont voté pour eux, ne serait-ce que pour du respect pour ces gens-là, ces soi-disant électeurs qui ont voté pour l'État, ne serait-ce que pour ces gens-là, ils doivent faire quelque chose. Ils disent que ces gens-là ont voté pour eux. Alors, ne serait-ce que pour ça, ils doivent avoir de la compassion, un peu de respect, de la considération pour ces gens-là. D'accord. Y a-t-il un moyen de rattraper ceux qui ont déjà basculé? Un moyen de leur tendre la patch pour qu'ils aillent mieux? Écoutez, moi, ce que je suggère à l'État, parce que c'est de la responsabilité de l'État, c'est de mettre en place des programmes éducatifs pour offrir aux jeunes un accès à l'éducation et aux compétences nécessaires pour réussir dans leur vie. Autre chose, c'est créer des centres d'insertion sociale. Ces centres doivent fournir un soutien psychologique, social aux jeunes en difficulté. Parce que ces jeunes-là, comme je te dis, il y a tout le temps une histoire derrière. Il y a un problème de vécu. Et il faudra que cet enfant-là en parle. Ce jeune talibé qui ne voit ni son père, ni sa mère, qui se retrouve à dormir par terre, qui se réveille à 5 h du matin pour apprendre ses quelques hajib. À 8 h, il va dans les rues de Nouakchott pour quémander, soit de quoi manger. Des fois même tu leur donnes à manger, ils te disent non, mais j'ai pas besoin de manger, j'ai besoin de sous. Quand tu poses la question, mais pourquoi? Parce que le marabout m'a demandé de ramener 200 ouguiya. Et ces enfants-là fuguent. Parce qu'ils sont tabassés, parce qu'ils sont malmenés. Et il faut ce suivi-là.
ce suivi n'est-il pas de l'ordre des parents au lieu des institutions? Je te l'ai dit, les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné. Ces enfants-là qui sont en train de s'entretuer, ces enfants-là qui s'adonnent à la drogue, ces délinquants, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de la Mauritanie. Nous sommes en train de perdre notre avenir. Hein. C'est cette jeunesse-là. C'est eux qui seront les dirigeants de demain. Donc il y a un minimum qui doit être fait pour ça. Un parent qui n'est pas là, qui laisse son fils chez un marabout, comment est-ce qu'il peut aider cet enfant-là? Il n'est pas là. Il est soit dans le Fouta ou je ne sais pas. Est-ce de la naïveté ou de la négligence de laisser son enfant comme ça? De base, le but c'est que l'enfant soit éduqué, c'est qu'il ait des valeurs, c'est qu'il ait cette éducation coranique, islamique de base. Donc laisser l'enfant au marabout, est-ce devenu de nos jours de la négligence? Pourquoi ne pas créer une commission qui va faire le suivi de ces écoles coraniques? C'est pas dans tous les... Il y a des écoles coraniques où les enfants sont bien, mais la plupart des écoles coraniques, les enfants ne sont pas bien. La plupart des délinquants que vous voyez, c'est des anciens talibés. Ils doivent faire une commission qui doit s'occuper de la suivi de ces écoles coraniques-là, voir ce qui leur manquement. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Écoutez, Diofal, non, on a de l'argent. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Aujourd'hui, l'État peut prendre en charge tous les enfants mauritaniens. Vous avez la côte la plus poissonneuse. Vous avez de l'or. Aujourd'hui, vous avez du pétrole. Et j'en passe. C'est un problème d'État. Parce qu'il n'y a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je te donne juste un exemple. Aujourd'hui, la Fédération mauritanienne. Les postes s'héritent de père en fils. Alors qu'il y a des jeunes qui ont été formés, qui ont des diplômes sur plusieurs domaines du football, qui peuvent être insérés là-bas. Et pourtant, ils ne le font pas. Je suis de la fédération. Là, je ne peux plus rien faire. J'amène mon fils qui me remplace. Mais c'est du n'importe quoi. Et il n'y a pas que la fédération. C'est un peu partout. Même les jeunes qui sont nommés aujourd'hui, on a compris que c'est de père en fils, de grand-père à petit-fils. Et ça va continuer comme ça. Alors qu'il y a des gens compétents qui sont là, qui peuvent... Mais il y a... Est-ce que tu as vu le nombre de chômeurs qu'il y a diplômés en Mauritanie? Et ce qui me frustre le plus, Diofal, c'est qu'aujourd'hui, nous, les banlieusards, en tant que Nouakchotois, né à Nouakchott, grandi à Nouakchott, il y a une partie de la capitale où nous ne pouvons pas accéder. Nous n'avons pas le droit de faire nos soirées à Tavarzaïna. Nous n'avons pas le droit de faire des concerts au stade olympique. Parce que pourquoi? Parce que c'est la banlieue qui vient dans ces soirées-là. Parce que c'est la banlieue qui vient dans ces concerts-là. Et vous trouvez ça normal? Une tranche de la population qui a droit à tout et une autre tranche de la population qui n'a droit à rien. Et ça, jusque quand? Nous sommes des Mauritaniens. Nous restons des Mauritaniens. Et nous avons droit, comme tout le monde, à avoir accès à tout ce qui se passe ici. C'est pas possible. Vous vous rendez compte de cette frustration-là? C'est pas frustrant qu'on nous dise que oui, vous ne pouvez pas venir jouer au stade de la capitale. Parce qu'il y a des jeunes qui vont venir agresser.
Vous nous avez agressés au moment où vous nous avez dit que nous n'avons pas droit à quelque chose. Ça, c'est de l'agression. Ils nous ont agressés. D'accord, bien, nous arrivons. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez un message à faire passer à la jeunesse, aux autorités, à nos chers téléspectateurs. Tu sais, ils ont mis un stigmate sur nous, les banlieusards. Les gens d'Arafat, Dar al-Baïda, 5e, 6e, PK. Nous sommes des voyous. Nous sommes des agresseurs. Nous nous entretuons avec des armes blanches. Ces armes blanches-là sont vendues dans les marchés. Et c'est des commerçants qui les vendent à des petits-enfants de rien du tout. Il faudra déjà commencer par ça. Nous sommes des banlieusards et nous en sommes fiers. Ghetto, c'est un esprit, c'est une philosophie. Nous sommes de même père et même mère. Dans ces ghettos-là, il y a de l'humanité. Il n'y a pas de racisme. Nous sommes ensemble. Nous nous battons ensemble et nous vaincrons ensemble. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cet épisode. Nous étions avec Hawa Sireba, conseillère régionale et militante du terrain. Vous l'avez entendu avec nous, le combat contre la délinquance juvénile, c'est le combat de tous, le combat de tout un pays, pour que ce problème qui a pris racine depuis des années et des années dans ces banlieues et qui empoisonne la vie de nombreuses familles prenne fin. Donc cet épisode s'achève sur ces quelques mots. À très bientôt pour un nouvel épisode de Regards croisés.